Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière table ronde de la journée avant ce moment qu'on attend tous, le 18h59, qui clôturera cette belle journée placée sous le signe de l'IA. Alors, comme vous le savez tous, l'IA, en quelques années, est passée du laboratoire à nos poches, avec ces petites choses, et de nos poches à nos vies. Et je vais vous poser une petite question. Qui parmi vous utilise l'IA depuis au moins 2 ans? Levez le doigt. En toute honnêteté, 2 ans, hein, c'est 2024. Vous n'êtes pas si nombreux, et c'est normal, puisqu'on l'a tous oublié, mais ChatGPT, dans sa version grand public, a été lancé il y a à peine plus de 3 ans. Donc c'est juste normal. Et en moins de 3 ans, 1/3 de la population mondiale utilise l'IA. C'est phénoménal, hein? Pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Les entreprises sont entrées dans une nouvelle ère où la technologie accélère, simplifie, ouvre des possibles qui semblaient hors de portée, ne serait-ce qu'il y a 4 ans. Et pour prendre un exemple un petit peu plus ancien, vous vous souvenez tous du Covid, du développement du vaccin pour le Covid, qui s'est fait en l'espace de 11 mois. 2 ans plus tôt, pour faire ça, il aurait fallu 10 ans. Et pourquoi? Parce qu'un phénomène était en train de monter. C'était ce qu'on appelle le cloud. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais l'informatique dans les nuages et ce développement d'intelligence artificielle. Et les grands laboratoires pharmaceutiques, en dehors de toute connexion avec le Covid, investissaient massivement dans ces puissances de calcul, dans l'IA. Ça, vous ne le voyez pas. Moi, j'avais la chance de le voir à l'époque, parce que je travaillais chez Microsoft, et on était émerveillés de voir notre business se développer parce que nos clients dans le secteur pharmaceutique investissaient massivement. Et grâce à leurs investissements, on a réussi à faire cette chose qui nous était bien utile. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? En fait, on va explorer 3 portes d'entrée vers ce futur qui est déjà notre présent, en fait. D'abord, l'IA et l'imagerie géospatiale. Donc on va partir dans l'espace pour mieux observer, comprendre et anticiper le monde. Ensuite, la conception numérique au sens large pour mieux imaginer, construire le monde dans lequel nous vivons. Et enfin, nous finirons cette session par une démonstration d'un nouvel outil d'IA générative qui est sorti il y a quelques semaines et qui vous est accessible à tous, qui bien entendu va permettre aux entreprises de faire plein de choses nouvelles, c'est ce que vous allez découvrir, mais vous aussi, vous allez pouvoir faire plein de choses avec, que ce soit analyser, être plus créatif, apprendre autrement, mais simplement et en sécurité. Et c'est ça que vous découvrirez ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir nos 3 invités de ce soir. Antoine Rostand, président et fondateur de Kairos, qui est une pépite française de la tech et le leader européen de l'IA géospatiale. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Clémence Artaud, directrice des affaires gouvernementales Europe-Moyen-Orient-Afrique d'Autodesk, dont Emma Saman vous avait parlé au tout début de l'après-midi. Autodesk, cet acteur historique du logiciel, avec ce qui était il y a 40 ans, ce qu'on appelait, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu techos, si je puis dire, la CAO, la conception assistée par ordinateur. Voilà, je vois des têtes qui hochent. Eh bien, c'était Autodesk, c'était un logiciel qu'on appelait AutoCAD. Donc, je suis sûr que tout le monde, AutoCAD, c'est quand même comme Windows ou Office, des logiciels qui ont su faire leurs preuves et s'établir. Et enfin, nous finirons avec une démo d'Olivier, expert Google, qui vous montrera ce nouvel outil qui, j'espère, vous intéressera. Alors, sans plus tarder, parce que je vais passer la parole à Antoine, et je vous invite à tout simplement à nous présenter un peu ce que l'IA et les satellites peuvent faire aujourd'hui, pour nous, et pour nous ici à Saint-Raphaël. Un peu aussi, oui. Merci bien. Donc, oui, j'ai créé cette boîte il y a 10 ans. L'idée, c'était justement de... à l'époque, l'Europe avait lancé des satellites qui s'appellent Sentinelle et qui, pour la première fois, permettaient d'avoir une revisite complète du monde tous les 3-4 jours avec plusieurs types de capteurs, des capteurs optiques à 10 mètres de résolution et des capteurs radars et aussi du multispectral avec Sentinelle-5. Donc il y a eu un investissement massif fait par nos impôts pour
mettre en l'air des satellites extrêmement performants qui génèrent une quantité absolument gigantesque de données que l'humain est absolument incapable de traiter. Donc en fait, j'ai créé Kairos pour traiter avec l'IA les données massives issues de l'imagerie satellitaire. Donc on a pas mal de cas d'usage. Je vais vous en montrer deux aujourd'hui. L'un plutôt géopolitique avec ce qu'on voit sur l'Iran, et un deuxième sur le problème du débroussaillage à Saint-Raphaël. Donc j'ai suivi toutes vos maisons et je sais lesquelles sont débroussaillées et lesquelles ne le sont pas débroussaillées. Merci Antoine. Alors ça marche dans le bon sens. Non. Voilà, alors je commence par... alors les images que je vous présente là, c'est des images haute résolution qui viennent d'Airbus, mais ce n'est pas ça qu'on utilise. Nous, on utilise des images qui ne sont pas compréhensibles par l'œil humain, c'est du radar, on ne voit pas, et on fait du traitement massif. Mais enfin là, je vous montre les exemples que l'on peut comprendre avec nos intelligences non augmentées. Donc là, c'est une photo qui a été prise le 16 mars. Vous voyez un site de stockage de pétrole brut à Oman qui est totalement détruit. Il y en a 2 qui brûlent et tous les autres tanks sont détruits. Donc on est bien sur une logique de destruction complète de l'infrastructure d'export d'Oman pour créer effectivement de la part des Iraniens un impact sur les prix. On peut regarder les raffineries. Donc à gauche, c'est le fonctionnement normal d'une raffinerie. Donc on a des détections automatiques de chaleur pour savoir si elle fonctionne, quel est son throughput, etc., quelle est sa production. Vous pouvez voir sur l'image de droite qu'il y a eu des impacts. Et nous, notre job, c'est de quantifier ces impacts pour savoir quelle est l'heure de redémarrage possible et l'impact sur les volumes, donc soit vendus, soit traités. On suit avec de l'imagerie thermique la chaleur qui sort des trains de liquéfaction de gaz naturel. Et donc on peut voir s'ils sont arrêtés ou pas. Et en l'occurrence, le 27 mars était opérationnel et tout était fermé le 5 mars. Et maintenant, on est dans une autre phase où il y a des destructions importantes qui sont apportées sur les chaînes de liquéfaction. Et pendant cela, l'Iran continue à charger du pétrole brut, parce que là, on suit les bateaux. Et vous pouvez voir, pendant les combats, il y a des mouvements de bateaux. Et donc, l'Iran continue à exporter. Donc, en fait, à quoi ça sert tout ça ? Nous, on n'est pas dans le renseignement militaire, on est dans le renseignement civil. On utilise des données commerciales, on utilise des données publiques ou commerciales. Et nos clients sont des traders qui vont, grâce à ça, pouvoir anticiper l'évolution des cours. Donc, en ayant une vue sur les marchés physiques, sur la réalité du marché, ben c'est comme au marché. Hein. S'il y a beaucoup de cèpes, ils sont moins chers que quand il n'y en a pas. Donc là, c'est pareil. On est capable de quantifier les quantités de pétrole qui vont être mises à disposition du marché. Et ça permet à nos clients d'anticiper les évolutions des cours et de créer les marges de trading qui sont un moteur important. Pour nous, ça permet de gérer les pics. On pense que grâce à ces images-là, le baril de pétrole a probablement 20 ou 30 $ de moins que ce qu'il aurait s'il n'y avait pas ces images, parce qu'on a une compréhension réelle des dommages, alors que sinon c'est de la spéculation, et dans ce cas-là, c'est plutôt le risque maximum qui est pris par les marchés. Donc c'est un impact très important pour faire baisser la volatilité et les prix pour les consommateurs. Donc voilà, ça c'est le premier exemple. Je passe à un sujet plus brûlant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va classifier toutes les maisons de France, en fait, pour savoir si vous avez débroussaillé ou pas. Alors, là, la photo que vous voyez, c'est des photos haute résolution qui ne sont pas forcément, ce sont pas celles qu'on utilise. Nous, on utilise d'autres imageries et on fait un traitement qui nous permet de comprendre la profondeur de végétation. Et on a fait ça avec les pompiers du Var qui nous ont beaucoup aidés et qui ont été vérifiés, je crois, 3 ou 4 000 maisons pour savoir si notre classification était la bonne ou pas. Donc, c'est vraiment un travail qu'on a fait avec les pompiers pour qu'ils aient un outil pendant les crises. Alors, ce n'est pas utilisé par les assurances, etc. pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment utilisé avec une logique de prévention et de gestion de crise. Donc, comme ça, on fournit des cartes avec toutes les maisons et avec un statut de trait vert à trait rouge.
et qui permet de savoir quelle est la densité de végétation autour de la maison. Donc ça, c'est le premier critère qu'on utilise. Je ne dis pas. C'est avenue Romain Roland. Voilà. Ensuite, on a un deuxième critère qui est l'accessibilité par les véhicules d'intervention. Donc c'est la distance aux routes carrossables. Donc c'est un deuxième critère. Donc là, on est domaine de Col Douce. Je ne sais pas où c'est. Nous, on sait. Ensuite, on va cartographier les hydrants. Alors bien sûr, tout ça, c'est remis à jour à peu près tous les mois. Hein. C'est parce que c'est pas une photo qu'on prend une fois. Donc l'intérêt du système, c'est que comme on a des photos qui sont mises à jour à peu près toutes les semaines, nous, on va retraiter tout ça avec une fréquence mensuelle. Donc on a la cartographie des hydrants de manière à pouvoir calculer la distance entre l'hydrant et la maison. Et avec tout ça, ça nous donne des indices de défendabilité. Donc on fait des bilans par commune d'indices de défendabilité. Donc, et là, par exemple, c'est une vue de Saint-Raphaël où on voit les maisons vertes, les maisons jaunes et les maisons rouges en bordure de forêt. Voilà. Donc c'est un outil qui est maintenant utilisé par les SDIS pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que je défends la maison ou est-ce que je vais évacuer les habitants? On a aussi un autre... donc le problème, ça, c'est un peu à l'instant T. Ce qu'on a aussi développé, c'est des modèles de propagation. Donc les points jaunes que vous voyez, c'est des points chauds que l'on voit avec des satellites géostationnaires. Donc toutes les 10 minutes, on a une nouvelle acquisition. Donc on suit vraiment le feu en temps réel. Et on va faire ensuite des modèles de propagation en fonction du vent pour prévenir les pompiers, pour savoir où est-ce que le feu risque d'arriver. Et donc, ils ont ça. Ils ont ensuite les critères de défendabilité des maisons. Ils vont être capables de savoir est-ce qu'ils vont aller défendre telle ou telle partie ou alors plutôt évacuer. Bon, voilà, une autre utilisation de l'imagerie satellite, de l'IA, parce qu'on ne peut pas traiter, c'est impossible de traiter le volume d'images à la main. On ne voit pas, on ne comprend pas. Donc c'est parce qu'on a de l'IA qu'on est capable de faire ce type de nouvelles applications qui ont effectivement un impact très important compte tenu de la complexité et bien sûr du changement climatique et de l'impact que ça a sur les risques physiques. Donc voilà 2 exemples que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Pour ceux d'entre vous dont la maison a brûlé ou va brûler, donc la solution en fait, c'est Clémence qui va vous la présenter, puisqu'en fait, sa belle entreprise qui a développé ce logiciel de CAO qui s'appelle AutoCAD et ensuite qui est le leader mondial sans aucune de la conception de maisons, de ce qu'on appelle Building Intelligence Management, donc la conception intelligente de maisons, va pouvoir vous permettre de vous faire une belle maison et plein d'autres choses, puisque l'IA est partout et fait bien plus que ça chez Autodesk. Florence, tu as la parole. Clémence, pardon. Aucun problème. Bonsoir à tous. Donc là, on va parler conception ou design en anglais. Alors la conception, ça peut être dans le monde des idées, mais c'est aussi dans le monde matériel. Et la façon dont on conçoit les choses, elle change la façon dont on appréhende le monde. Il suffit de demander aux gauchers et gauchères parmi vous comment c'est d'utiliser un ouvre-boîte, une fermeture éclair, un cahier à spirale. Tout ça a été conçu pour des droitiers. Donc j'imagine bien que ça doit être pas facile. Et donc chez Autodesk, est-ce que ça marche? Ah voilà, ça marche. Chez Autodesk, donc, on conçoit des technologies qui vont aider les innovateurs, les concepteurs, en démultipliant leurs possibilités. Donc ça, on fait ça dans plusieurs domaines. Donc vous voyez ici les bâtiments, effectivement, les infrastructures, les produits comme les voitures, mais aussi dans l'animation. En fait, pendant très longtemps, concevoir, ça signifiait dessiner, imaginer tout seul ou toute seule. Aujourd'hui, ça signifie le plus souvent dialoguer avec un ordinateur qui démultiplie les capacités d'innovation. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, j'aimerais faire un petit retour en arrière avec vous pour comprendre...
pour comprendre effectivement comment on en arrive ici. On va retourner 40 ans en arrière, dans les années 80. À l'époque, les architectes, les ingénieurs travaillaient encore principalement à la planche à dessin. Certains d'entre vous ont peut-être utilisé aussi l'équerre, le compas. Ça s'utilise encore aujourd'hui, mais on a depuis développé d'autres outils. La première révolution qui a été apportée par Autodesk, c'est le fait de passer du papier à l'ordinateur. On passe donc à ce que François décrivait, à la CAO, la conception assistée par ordinateur, en anglais Computer Aided Design, c'est le fameux CAD de AutoCAD. Et vous voyez ici, j'ai retrouvé une ancienne publicité pour les premiers outils. Et qu'est-ce que ça change? En fait, les plans deviennent numériques. Ça veut dire que les modifications sont instantanées et les copies infinies. Une autre révolution, on fait un bond en avant dans les années 90-2000, c'est le passage à la 3D, à 3 dimensions. On ne dessine plus seulement des lignes, on modélise des objets. Ça change tout. Un mur n'est plus un trait, c'est un élément. Il a une épaisseur, il a un matériau. Une pièce a des composants, elle a des contraintes, elle a des relations avec d'autres composants. La conception devient intelligente. Et on fait encore un saut dans le futur. Troisième étape, on va simuler. Donc, on va simuler, c'est-à-dire qu'avant, on concevait, puis on construisait, puis on constatait qu'il y avait des problèmes. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut simuler la résistance d'un pont, on peut détecter les conflits. Donc, vous voyez, à gauche, en fait, on voit qu'il y a un conflit entre 2 éléments d'un bâtiment, et donc on peut simuler, c'est ce que la vidéo devrait monter à droite, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, la simulation, on peut simuler l'effet du vent sur les bâtiments et l'exposition au soleil. Donc, en fait, on ne dessine plus seulement la forme, on conçoit la performance. Et on a moins d'erreurs, moins de déchets et plus de solidité. Dernière étape avant l'IA, c'est ce qu'on appelle la conception générative. C'est-à-dire qu'au lieu de concevoir directement de la part de l'ingénieur ou de l'architecte, on va laisser l'ordinateur concevoir, proposer des dizaines de solutions à partir de contraintes qu'on lui donne. Et donc, l'ordinateur, en fait, génère des dizaines de solutions optimisées selon ces contraintes. Et comme vous voyez, bien souvent, les solutions proposées, elles sont surprenantes. Elles sont même organiques. On voit les courbes. Ça se rapproche de la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et ça a mené à un prototype qui a été fait avec un grand constructeur d'avions pour d'utiliser la structure des os humains pour dire comment est-ce qu'on peut faire une paroi entre le cockpit et le reste de l'avion qui soit à la fois très solide, mais très légère aussi pour économiser du kérosène. Vous allez me demander à quoi ça sert aujourd'hui. En fait, on a vu que grâce à l'IA, la conception, elle devient intelligente et adaptative, en fait. On peut générer non seulement des formes, mais on peut aussi proposer donner des contraintes pour que l'ordinateur propose des choses. Et surtout, la nouveauté avec l'IA, c'est que l'IA va rechercher dans le passé les données de projets pour pouvoir dire, attention, là, il y a un risque de retard, là, il y a un risque de surcoût, là, il y a une déficience structurelle sur votre chantier. Donc, dès le début, on peut corriger des erreurs. Et ça, on peut aussi l'avoir dans le cadre, par exemple, ça peut permettre de gérer des nouveaux besoins, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments. En fait, la plupart des problèmes de conception, ça implique des dizaines de variables différentes. C'est systémique. L'esprit humain ne peut pas forcément toutes les intégrer dans un seul système. Grâce à l'IA, on va avoir, par exemple, on peut lui demander de classer différents prototypes de projets en fonction de leur empreinte carbone, en fonction de l'efficacité énergétique du bâtiment. Dans le cadre, par exemple, pour les produits, donc là, on était sur le bâtiment, mais sur les produits, merci, Decathlon, donc là, c'est une entreprise qui nous est chère, puisqu'elle est française, s'est servi des outils de modélisation pour concevoir des articles de sport et de loisirs plus performants et plus durables. Je sais que c'est un haut lieu du VTT par ici, puisqu'on a des championnes et des champions qui viennent du coin. Et ben, cette fourche de vélo, elle a été réalisée en regardant quelle est la forme qui serait la plus légère et la plus aérodynamique. Et encore une fois, on voit l'impact de la nature. Ça se rapproche de courbes qu'on peut voir dans la nature. Même chose pour les palmes. Elles viennent d'être faites il n'y a pas très longtemps. Et en fait, Decathlon a conçu ces palmes en utilisant la conception générative et l'IA. Et elles sont 2 fois plus légères que des palmes classiques. Et donc, leur empreinte carbone est réduite de 50%. Dernier cas d'usage qui
s'il y a parmi vous des représentants de collectivités locales sont particulièrement, je pense, intéressants, c'est la gestion de l'eau. On sait qu'aujourd'hui, on est confronté à un énorme problème de gestion de l'eau, qualité, quantité, trop peu, trop... Bon. Ça, en fait, c'est la Bièvre, c'est un affluent de la Seine qui coule au sud de Paris. La Bièvre, c'est super mignon, mais elle a une fâcheuse tendance à déborder quand il y a des fortes pluies. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, grâce aux outils, on peut modéliser, c'est ce qu'on appelle la modélisation hydraulique. On va modéliser qu'est-ce qui se passe quand il y a un débordement. Là, ce n'est pas la Bièvre, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut simuler pour ensuite pouvoir prendre des décisions. Ce qui s'est passé pour la Bièvre, le système qu'on a mis en place, il est branché sur les données de météo, et en cas de forte pluie annoncée, on peut faire baisser le niveau de la Bièvre pour éviter qu'elle déborde. D'accord ? C'est aussi utilisé, par exemple, dans les réseaux de distribution d'eau pour anticiper, détecter et réparer les fuites très rapidement. Ce qu'offrent finalement ces solutions de l'IA, c'est une vision à 360 degrés de tout le cycle de vie de nos infrastructures, des bâtiments, pour moins de déchets, moins d'erreurs, des choses plus durables et donc de meilleures décisions collectives. Mais vous allez me demander, c'est très bien, mais l'humain là-dedans, qu'est-ce qui reste de la créativité qui sont quand même au cœur des métiers d'architecte, d'ingénieur? En réalité, nous, chez Autodesk, on fait le pari que l'IA ouvre une nouvelle ère de créativité. Comme je disais, les métiers de la conception, architecte, dessinateur, ingénieur, c'est des métiers intrinsèquement créatifs. Le modèle du genre dans l'histoire, c'est quand même Léonard de Vinci, on n'est pas très loin de l'Italie, voilà un des premiers grands ingénieurs. Mais en fait, à l'époque de Léonard de Vinci, le temps était abondant. On pouvait passer très longtemps à concevoir des choses qui étaient à la fois belles et en même temps fonctionnelles. À mesure que le monde s'est accéléré, on a eu tendance à reléguer la beauté dans une catégorie coûteuse et optionnelle, et à privilégier la fonction. Autrement dit, on a fait plus, mais a-t-on fait mieux? On peut regarder par exemple la façon dont on interagit avec la technologie. Finalement, on est en train d'en parler pendant ces 2 jours, la technologie elle a beaucoup progressé, mais notre rapport à l'ordinateur, c'est encore ça. C'est encore un écran, une souris, parfois un clavier tactile, c'est à peu près tout. Donc ça veut dire qu'on s'est adapté aux contraintes de l'ordinateur. Et donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est qu'on se met à la place d'architectes qui sont quand même intrinsèquement des créatifs, qui ont l'habitude de dessiner, ça doit être compliqué de passer d'un seul coup et hop, on fait que de l'ordinateur. Nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter avec l'ordinateur, proposer des esquisses et ensuite échanger avec lui? Et donc pour voir à quoi ça pourrait ressembler, en espérant que ça va marcher, voilà. C'est notre projet qui s'appelle Bernini. Ce projet, il permet à un dessinateur, un architecte, n'importe qui, d'esquisser. Vous voyez, on dessine une petite maison et on fait tourner le modèle qui va automatiquement générer un modèle 3D auquel on peut ensuite, alors on peut lui proposer différents modèles, on peut lui ajouter des fenêtres. Donc ça paraît simple comme ça. Ensuite, on va lui ajouter un deuxième bâtiment et de la même manière, le logiciel va nous proposer différents types de bâtiments. À voir comme ça, on se dit, ça paraît assez simple. Sauf qu'en réalité, c'est très compliqué. Parce que l'IA aujourd'hui, probablement vos usages de l'IA, comme le mien, c'est du texte, c'est des images, c'est des vidéos. Voilà ce qu'on génère sur le chat, sur Midjourney et autres. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller générer de la 3D. Ça veut dire qu'il faut que l'IA comprenne le monde qui nous entoure de manière spatiale. Et c'est là toute la difficulté, et c'est vers là qu'on va tendre. Et grâce à ce genre de projet, en fait, on va travailler, aller vers l'interaction naturelle avec la technologie, ne plus passer uniquement par les claviers, les souris. Et donc pour nous, l'IA inaugure une nouvelle ère où nos sens et nos actions, comme à l'époque de Léonard de Vinci, seront mises directement au service de la créativité. Ça va permettre d'avoir des outils plus accessibles et une expressivité accrue. Donc, si je résume, ça on est très fiers de notre groupe de recherche, mais en 40 ans, on est passé du papier au pixel, du pixel à la donnée à la simulation, de la simulation à l'IA. Demain, nous, ce qu'on pense, c'est que l'IA va nous aider à mieux appréhender le monde qui nous entoure, elle va nous aider à le rendre tel qu'on le souhaiterait, en fait, plus durable, plus beau, plus confortable, mais elle fera ça avec nous. Le futur ne sera ni purement humain, ni purement automatisé, il sera collaboratif, et fera une grande part à la créativité. Merci.
Merci beaucoup Clémence. Je vais proposer à Olivier de s'installer. Donc on va prendre 2 minutes parce qu'il y a des petites manipulations techniques à faire. Et en fait, Olivier va vous faire une démonstration de ce bel outil qu'est Notebook LM, où vous allez voir qu'en fait la technologie, plus c'est puissant, plus c'est simple. Je vois mon papa qui est plus tout jeune, hein, il est quand même octogénaire. Il a appris à se servir de Gemini, qui est comme ChatGPT. Gemini, c'est l'IA de Google, tout seul. Il a suffi d'installer l'application sur son téléphone. Il lui parle et est très heureux avec. Notebook LM, c'est un peu la même chose. Et le maître du sujet, c'est Olivier, donc je m'efface. Donc je vais tenter une démo live. On va espérer que ça fonctionne. Donc bonsoir à tous. Donc ce que vous voyez là, c'est Notebook LM, une solution de Google qui a été créée dans les labos de Google en 2023 et qui est devenue un produit accessible par tous ceux qui ont un compte Gmail depuis 2024. Donc qu'est-ce que c'est Notebook LM ? C'est né d'une idée d'avoir un carnet intelligent à sa disposition où on peut prendre des notes et venir les interroger. Concrètement, pour moi, c'est mon deuxième cerveau. Je mets plein de documents dans mes carnets et je vais aller les interroger grâce à l'intelligence artificielle. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs carnets je vais en créer un pour vous ce soir. Et donc comment ça se passe ? À gauche de l'écran, on voit qu'on a les sources de données. Donc là, on va importer des sources de données. Au début, c'était que des sources de texte et maintenant, c'est de plus en plus de données multimédia. Donc ça peut être vos emails, des PDF, des vidéos, des articles de presse, des liens sur des sites internet, peu importe. Au milieu, on a la fenêtre d'interrogation, d'interaction, et à droite, on va avoir le studio. Donc, j'ai déjà créé un notebook LM pour vous, et là, je dois vous faire une petite confession, c'est que cette première démo, je l'ai volée à mon fils. Il a 18 ans, il est en classe prépa, et il utilise Notebook LM quasiment tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là sur cet écran ? Ces sources de données, c'est 3 sources de données. Première source de données, c'est ce qu'on appelle encore dans les écoles un polycopier qu'il a eu de son prof et qu'il a annoté à la main petit à petit au fur et à mesure du cours. Ensuite, il y a un PDF où il y a un TD qu'il doit réaliser pour lui faire réviser son cours avec des exercices pratiques. Et ensuite, vous voyez tous les fichiers avec des noms bizarres là, c'est en fait des photos de son téléphone qu'il a importées directement dans Notebook LM. Donc moi, je ne suis pas du tout un scientifique comme mon fils, mais a priori, ce cours, c'est la dynamique du point et les principes des forces fondamentales. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais Notebook LM, avec ses sources, a déjà fait un petit résumé de ces différentes sources. Alors mon fils, il commence à réviser ce cours et il se souvient qu'il y a une formule qu'il a notée à la main dans son cours, mais il ne se souvient plus trop où elle est. Et donc, il va demander à Notebook LM de l'aider. Donc, il fait ce prompt. Et on va voir ce que ça nous donne. Et en fait, les intervenants avant moi, ils ont parlé de 2 problèmes de l'intelligence artificielle. Premier problème, c'est les hallucinations. Et Notebook LM, il ne fait aucune hallucination puisqu'il ne vient interroger que vos sources de données. Il est toujours ancré sur vos données. Et le deuxième problème, c'est la confidentialité de vos données. Et là, les données que j'ai importées dans Notebook LM, elles ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles de langage. Donc là, on voit le résultat et ce que mon fils cherchait, c'est cette équation différentielle finale qu'on voit ici. Et en fait, si je clique ici, je vois le document. Alors là, on ne le voit pas très bien. Alors attendez. Là, on le voit un peu mieux. Le document dans lequel cette formule apparaît. Donc là, je tiens à insister sur un point, c'est que ce document, mon fils écrit très bien, mais il a quand même écrit cette formule à la main, et Notebook LM a reconnu cette formule, et l'a, transcrite dans le cours. Donc maintenant, mon fils, il doit commencer son TD.
Et il se trouve que sur l'exercice 6 du TD, qui est dans un PDF que j'ai importé, il ne sait pas comment commencer. Je crois qu'on se retrouve tous dans ça, c'est un petit peu la peur de commencer, on est un peu perdu, la peur du vide, la peur de la fleur blanche. Donc, il va demander à Notebook LM de l'aider. Et là, c'est super important, il ne triche pas, il ne demande pas la réponse. Moi, je dis, c'est un peu l'apprentissage socratique. Il va demander à Notebook LM de l'aider progressivement, étape par étape, à lui faire comprendre son cours et à voir comment il peut commencer cet exercice. Donc là, on voit, Notebook LM, d'abord, il lui rappelle le bilan des forces, un petit peu comment ça marche. Il lui réexplique certains concepts fondamentaux qui vont l'aider à démarrer ce TD. Après, il y a une petite révision de la loi de Newton qui va s'appliquer à cet exercice-là. Et ensuite, il va lui donner une petite astuce pour pouvoir commencer son TD. Donc là, mon fils va pouvoir faire son exercice. Il n'a pas eu la réponse de Notebook LM. Il a juste eu un cheminement, un début qui va l'aider à comprendre mieux son cours. Donc là, on voit que mon fils, en fait, avec Notebook LM, il a un professeur particulier 24/24 à sa disposition qui l'aide à réviser ses cours. Donc quand j'ai parlé, quand je lui ai dit que j'allais faire cette démo aujourd'hui, mon fils, il m'a dit « Ah, mais j'ai un petit secret pour toi, parce que je fais aussi quelque chose d'autre. » Donc le soir, avant ses examens, il génère ce qu'ils appellent des flashcards, ce que Notebook appelle des flashcards. C'est quoi des flashcards? En fait, c'est des fiches de révision. Donc je vais vous montrer ce qu'il fait. C'est des questions que Notebook LM lui pose. Et là, il va pouvoir réviser son cours. Donc là, Notebook LM a généré 30 questions à partir de tous les cours, de toutes les notes, de tout le TD qu'on a importé dans le système. Et mon fils va pouvoir réviser avec ces 30 questions son cours et voir s'il a bien appris. Donc là, il va pouvoir parcourir les différentes questions. Il va pouvoir regarder les réponses pour chacune de ces questions. Et si jamais il se dit bah là je comprends rien, il va pouvoir redemander à Notebook LM de lui expliquer exactement cette question. Donc on voit que d'une manière un petit peu ludique, il va pouvoir réviser son cours la veille de son examen grâce aux fiches de révision de Notebook LM. Et puis quand il va se coucher, il aime bien aussi... Attendez. Forcément, je me suis trompé. Et comme quand il va se coucher, il aime bien avoir un petit résumé de son cours. Il est très visuel et donc il a demandé à Notebook LM de lui faire une infographie qui résume son cours. Donc je vous présente cette infographie. Et là, il y a tout son cours résumé sur une fiche. Donc il va regarder ça juste avant de se coucher pour bien le mémoriser. Et puis le lendemain matin, sur son trajet au lycée, il va avoir ça sur son téléphone, il va le regarder pendant son trajet métro, et comme ça, il sera au top pour son examen. Donc ça, c'était un exemple de mon fils. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a tous à apprendre des choses nouvelles dans notre vie, et donc je pense qu'on peut se projeter sur ce genre d'apprentissage guidé, moi je dis socratique, parce que le but, c'est pas de trouver la réponse, mais c'est de faire le chemin vers cette réponse. Alors, j'ai préparé une deuxième démo que je voudrais peut-être plus ancrer ici sur votre territoire, sur la gestion de l'eau. Et je sais que la gestion de l'eau, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus critique. Clémence en avait parlé tout à l'heure. Là, je vais me mettre dans la peau d'un chargé de mission qui va aider un maire qui sera élu dimanche. Donc c'est un jeune maire, enfin un nouveau maire, ou qui a été élu. Et c'est un jeune maire qui n'a jamais été maire, donc il faut le briefer sur plein de sujets, notamment sur la gestion de l'eau. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans Notebook LM? Encore une fois, vous voyez mes sources là, sur la gauche. J'ai importé un article de presse local,
un arrêté d'une ville, je crois que c'est Brignoles, le plan du gouvernement sur les engagements pour l'eau, un reportage que j'ai trouvé sur YouTube sur l'eau dans les gorges du Verdon. J'ai mis tout ça dans Notebook LM. On voit déjà qu'il a un petit peu résumé tout ça. Et là, je vais pouvoir l'interroger. Et ce que je me dis, ce serait bien que j'envoie un petit email à mon maire pour le sensibiliser sur l'importance de ce sujet. Et là, il a des tonnes et des tonnes de sujets, donc je dois écrire un petit email pour lui dire pourquoi c'est important de s'intéresser à ce sujet. Donc voilà, j'écris mon prompt. Vous voyez, c'est assez simple et je veux rédiger un mémo. Et ce mémo, idéalement, je voudrais qu'il soit tout prêt et que je puisse juste le copier-coller dans un email et l'envoyer à mon maire. Donc, on attend que Notebook LM réfléchisse un petit peu. Il est en train de structurer tout ça, il est en train de relire certains documents et de croiser des informations dans ce document, et il va me créer ce petit mémo. Donc ce petit mémo, moi j'ai juste à le relire. Encore une fois, il est sourcé, donc chaque information est sourcée dans mes documents, zéro hallucination. Et ce mémo, il me semble plutôt correct, et je vais pouvoir l'envoyer par email à mon maire. Et là, ce que je me dis, j'ai une petite conversation avec le maire, et le maire me dit, tu sais quoi, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai parlé à quelqu'un qui est propriétaire d'un camping, et justement sur cette gestion de l'eau, je ne savais absolument pas quoi lui répondre, je n'étais pas du tout familier avec ce sujet. Et moi, il me semble que dans mes sources, j'ai vaguement vu qu'on parlait de la gestion de l'eau pour les campings, il y avait déjà des solutions en place. Donc je vais demander à Notebook LM qu'est-ce qui peut me sortir pour un gérant de camping et quelques axes pour faire une baisse de la consommation de l'eau. Donc encore une fois, Notebook LM, il va aller dans toutes ces sources, il va regarder, il va analyser, il va croiser et on va voir ce qu'il va me proposer. Suspense. Donc là, il va me tirer un peu les meilleures pratiques d'autres campings qui sont déjà en place. Et donc, il va par exemple me dire que la réutilisation des eaux usées et pluviales peut améliorer la consommation d'eau. Il peut me dire qu'il y a différents types d'étanchéité à vérifier pour les piscines, etc. etc. Donc là, j'ai la réponse pour mon maire directement sur un sujet ultra pointu qui vient de mes sources. Et le plus de sources je vais avoir, le plus d'informations je vais pouvoir retirer de toutes ces sources. Et donc là, on voit que j'ai simplement 5 sources, mais je pourrais en mettre beaucoup plus. Mais Notebook LM, c'est pas que du texte, c'est pas que des emails, j'ai dit, c'est du multimédia, non seulement dans les sources, mais aussi dans ce qu'on va pouvoir créer. Et il se trouve que moi, j'ai un petit secret du maire. Je sais que tous les soirs, quand il rentre chez lui, dans sa voiture, sur son trajet, il a 20 minutes avant de rentrer à la maison et il adore écouter des podcasts. Donc, il écoute des podcasts, il a branché son iPhone sur sa voiture et il est à même de pouvoir écouter ces podcasts à un moment plutôt calme pour lui où il est assez réceptif. Et il se trouve que Notebook LM est capable de générer des podcasts. Donc là, on voit, c'est pour faire mon podcast. Donc c'est un fichier son où je vais pouvoir faire soit un brief, soit une critique, soit un débat un peu en format radio. Et Notebook LM va me générer ça avec une longueur. Et puis là, il a du français, mais il peut faire ça dans n'importe quelle langue. Et donc là, je vais lancer la création de ce podcast. Il se trouve que là, ça prend entre 5 et 10 minutes. Donc, je l'ai déjà fait pour vous, et je l'ai ici. Et alors là, comme mon Mac n'est pas branché, on va voir si ça marche. Mais je vais lancer ce podcast. C'est de l'eau salée. C'est le quotidien récent de 90 de nos... Je ne sais pas si vous entendez bien. Tous frappés par des restrictions historiques, oui. Voilà.
Et pour faire face à cette crise et trouver les meilleures pratiques pour gérer l'eau, deux visions s'affrontent aujourd'hui. Personnellement, je suis convaincue que l'innovation technologique et les infrastructures de réutilisation sont les seuls moteurs viables pour maintenir notre résilience économique. Donc on ne va pas tout écouter. C'est un petit podcast de 5 minutes 46 que mon maire peut écouter dans sa voiture. Et si jamais j'avais un maire qui était réfractaire au podcast, j'aurais pu lui faire des slides avec notre book LM. On voit que ces slides générés à partir de mes documents sont assez visuels. Ça peut être intéressant pour lui que je lui partage cette présentation s'il préfère les slides. Et puis si je veux être un peu plus innovant, j'ai cette, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est cette vidéo, cette présentation vidéo avec non seulement du son et des animations qui vont aller. Là, je ne sais pas trop pourquoi le maire a un képi, mais ça doit être les... Concrètement, comment ils agissent face à une ressource qui se fait de plus en plus rare. Regardez cette image. C'est le canal de Provence. C'est une artère absolument vitale pour toute la région. Et ça nous rappelle une chose essentielle. Même si l'eau semble couler à flot, sa disponibilité, elle, n'est plus du tout garantie. Donc voilà ce que j'ai pu générer très rapidement à partir de mes sources. Encore une fois, moi je considère que notre book LM, c'est mon deuxième cerveau. J'ai autant de carnets que de projets qui me permettent de mettre tous mes documents et puis à tout moment de pouvoir les interroger, à tout moment de pouvoir sortir des briefs, des emails, des résumés avec les différentes personnes avec qui je peux collaborer. C'est un outil de productivité que je trouve incroyable, qui repose sur les technologies de Google. Et encore une fois, ça répond à deux écueils de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas d'hallucination et le respect de la confidentialité de vos données. Merci de votre attention. Bien, écoutez, je pense que là, ça résume tout. On a encore quelques minutes pour une ou deux questions, si vous souhaitez. Et je vois une main qui se lève, donc vous avez le micro qui... Oui, voilà. Bonjour, merci pour la démonstration. Sur l'exercice de votre fils, la question 6, quand l'outil propose de l'aider, ou pour la réponse pour les campings, toutes ces informations-là venaient uniquement des documents entrés par votre fils ou par vous-même dans le système? Oui. Il n'est pas allé voir ailleurs? Non. Alors, il y a la possibilité dans notre book. Donc, la réponse, c'est oui. C'était que dans les documents importés. Alors, si je peux me permettre, ça veut dire que l'exercice avait déjà été fait et qu'il a été résolu ailleurs? Non, ça veut dire que l'exercice, il avait été expliqué dans le... Alors, pas en tant qu'exercice, mais les fondamentaux de l'exercice avaient été expliqués dans le cours. Et donc, il a croisé la fiche de TD et les cours, plus les notes. Peut-être qu'il y avait des indications supplémentaires pour répondre. Alors, je me permets de poursuivre. Dans les sources, une fois qu'on les a importées, on a la possibilité aussi de faire une recherche avancée pour aller chercher des sources similaires à l'extérieur. Donc là, on s'ouvre un petit peu au monde Internet et aux sources externes. C'est une possibilité, mais dans la démo que j'ai utilisée, ce n'était pas le cas. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas en open source, parce que c'est une technologie Google, mais c'est gratuit et c'est disponible avec un compte Gmail Google par tout le monde. Oui, tout à fait. Voilà. Une dernière question? Monsieur? Juste une petite information, dans les données Keros qui ont été présentées au début, les infos transmises par satellite, c'est du continu ou c'est comment ça fonctionne? Parce que le satellite, ça a un coût. Alors, les données produites par le réseau Sentinel sont gratuites. Et il y a grosso modo une image tous les 4-5 jours à peu près. Les images aussi venues des géostationnaires, donc toutes les 10 minutes, sont aussi gratuites. C'est des satellites
pour la météo. Donc, après, quand on va sur du Airbus, etc., c'est payant. Donc nous, notre technologie, c'est d'essayer d'extraire une information la plus précise possible de la donnée gratuite, parce que comme on suit des millions d'actifs tous les jours, on ne pourrait pas acheter des images. Donc toute la complexité de l'IA, ça va être de faire de la super résolution sans hallucination, ce qui est complexe, pour aller comprendre le capteur, connaître le signal et donner une information fiable. Donc pour les pompiers, pour les traders, pour pour tous nos utilisateurs, mais avec de la donnée la moins chère possible et si possible gratuite. Bien, écoutez, nous arrivons au terme de cet après-midi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Remercier et applaudir chaleureusement nos 3 intervenants.